Il se marie en France. Il ramène sa jeune épouse au Canada. Elle n'y restera. Alors, sa jeune épouse a 12 ans. Elle a 12 ans. Il va attendre qu'elle ait 14 ans pour l'épouser vraiment, dit-on. Et lui, il a quel âge Bien, lorsqu'elle a 12 ans? Il l'épouse en 1611, 1612, donc il aurait une trentaine d'années. La différence est... La différence est considérable. C'était pas exceptionnel à l'époque. Donc, son épouse a 14 ans, il peut l'épouser. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ceci étant dit, même si c'était pas exceptionnel qu'il y ait une telle différence d'âge, il y a quand même eu des petits problèmes, puisque la jeune Hélène a fugué. Très peu de temps après son mariage, elle a quitté la demeure de son mari. Elle est retournée chez ses parents, qui n'étaient pas du tout contents, qui l'ont déshéritée. Elle ne voulait pas se marier. Elle était mariée. Elle voulait plus rester avec son mari. Elle ne voulait plus rester avec lui. Oui. Les choses se sont apparemment arrangées puisqu'elle a décidé par la suite, en 1616, de partir avec lui à Québec. Elle y est restée 4 ans. Elle s'est ennuyée. La vie était dure sur place. Oui, et puis elle a cherché pendant ces 4 ans à Québec à enseigner un peu le français, la religion aux petites indiennes. C'était pas très gratifiant parce que tout le monde répète que les petites indiennes, aussitôt après avoir été formées à l'école des Français, aussitôt qu'elles le pouvaient, retournaient très vite dans leur famille et oubliaient le plus vite possible tout ce qu'elles avaient appris. Donc, c'était pas très gratifiant. Alors, elle est rentrée en France en 1624 et elle n'a pas voulu y retourner. En combien de grandes périodes peut-on départager la vie de Champlain? Alors, il y aurait cette première période de fondation. On a parlé de la fondation on a parlé de Québec, mais faut pas oublier non plus que après son premier voyage de 1603, il a fondé un premier établissement en Acadie. En Acadie, sur l'île de Sainte-Croix d'abord, et ensuite à Port-Royal. Établissement qui a continué de vivre, même si Champlain et son principal responsable, Pierre Dugas-Demont, ont décidé de fonder un établissement permanent plutôt à Québec qu'en Acadie. Québec leur paraissait plus sécuritaire, sur le plan militaire du moins, et aussi plus généreux sur le plan commercial, au carrefour de plusieurs voies navigables. C'était plus conforme au projet de commerce qu'ils pouvaient avoir sur place que de maintenir le projet de l'Acadie. Donc, il y a la période de fondation que je situerais jusqu'à 1608, jusqu'à la fondation du poste de Québec. Ensuite, il y aurait la période d'exploration de 1608 à 1616, et on pourra y revenir, et ensuite la période d'administration, de 1616 à 1627-28, au moment où Québec est pris par les Anglais. La France va récupérer Québec en 1632 par le traité de Saint-Germain-en-Laye. Alors, et à partir de cette date, le peuplement va vraiment démarrer. Donc, à la toute fin de la vie de Champlain. Donc, cette dernière période serait plutôt une période de turbulence militaire et de reprise en main. Parlons de l'époque de l'exploration, puisque Champlain était un grand explorateur. Qu'est-ce qui le poussait à explorer? Qu'est-ce qui lui plaisait dans ses explorations? Et qu'est-ce qu'il a découvert? Champlain, comme on l'a vu tout à l'heure, était fasciné par la perspective de trouver le chemin pour la Chine. Et il était persuadé que les Français avaient fait le bon choix en s'installant sur les rives du Saint-Laurent parce personne n'avait encore trouvé vraiment les sources de ce fleuve. Donc, aussitôt que Champlain a pu avoir des indications suffisantes de la part des Indiens pour pouvoir envisager des voyages vers l'ouest, il est parti. Il a fait un très grand voyage sur 2 ans, en 1615-1616, où il est allé jusqu'au lac Huron, Perrier. Il a pu situer, évaluer la dimension assez juste de 3 des 5 grands lacs, ce qui est quand même pas mal, en un seul voyage. Alors,
Ce voyage l'a conforté dans l'idée que le Canada pouvait prendre une expansion importante vers l'ouest. Il y avait des voies navigables qui permettaient de poursuivre le commerce des fourrures et il y avait aussi des minerais, ce que tous les Européens cherchaient. Surtout après que les Espagnols et les Portugais aient trouvé des mines d'or et d'argent en Amérique du Sud, la France, l'Angleterre cherchaient la même chose en Amérique du Nord. Champlain avait ouï dire par les Indiens qu'il y avait des mines quelque part. Il a au moins trouvé des minerais de fer et de cuivre, qui sont des mines qui sont toujours plus ou moins exploitées. Évidemment, je ne sais si les Indiens étaient conscients qu'il y avait des mines de diamants et d'or dans le nord du Québec et de l'Ontario. Ça a été révélé par la suite. Mais Champlain y croyait aussi qu'il y avait des mines d'or et d'argent, d'après les dires des Indiens. Donc, les explorations étaient destinées à trouver, à essayer de repérer les richesses potentielles et à continuer de persuader le roi, la cour, qu'il fallait vraiment investir dans ce pays et qu'il y avait lieu d'y développer un empire. Le terme d'empire revenait à l'occasion dans les textes de Champlain. Il a été repris à de nombreuses occasions par les gestionnaires de la Nouvelle-France par la suite. Mais c'était dans la perspective de créer un empire que Champlain cherchait à intensifier la mainmise française sur le territoire. Est-ce qu'il était attiré par la nature? Alors justement, on connaît peu de choses de la mentalité de Champlain, disons de sa vie personnelle, intime. Mais on l'a surpris à plusieurs occasions à s'émerveiller devant la nature, à décrire très minutieusement ce qu'il voyait, certains crustacés de la rive atlantique. Et dans ce voyage d'exploration de 1515-1516, il s'émerveille tellement devant un oiseau aux multiples couleurs qu'il s'égare et les Indiens vont mettre 24 heures à le retrouver. Il rapporte lui-même cet épisode dans ses récits de voyage. Alors, il reste que pour apporter autant de fidélité dans la description de ces voyages et de la nature, il fallait qu'il y porte un intérêt personnel. Est-ce qu'il s'entend avec les autochtones? Dans l'ensemble, on n'a pas relevé chez Champlain de conflits importants avec les autochtones. Il est certainement un de ceux qui a su créer des alliances avec certains groupes autochtones, en particulier les Algonquins, les Montagnais, et les Micmacs, les Abénaquis. Mais en fait, ces alliances avec certains groupes lui ont aliéné d'autres groupes, c'est-à-dire les Iroquois, qui étaient les ennemis des Algonquins, Montagnais et autres. Donc, Champlain a été amené, au tout début de son séjour, en 1609, à entrer en conflit ouvert avec les Iroquois pour supporter ses alliés dans les guerres, dans leur propre guerre. Mais avec le temps, ces alliés, les alliés des Français, sont restés parfaitement fidèles à Champlain. Et les ennemis sont toujours restés des ennemis. Est-ce qu'il a rencontré beaucoup d'obstacles pendant ses voyages et ses explorations? Est-ce qu'il a dû faire face à des moments très durs qui auraient compromis ses projets? Bon, en dehors des obstacles géographiques, climatiques qu'on connaît bien et qui avaient été aussi des obstacles pour ses prédécesseurs, c'était quand même important puisque lors des premiers hivers, plus de la moitié des membres des expéditions mouraient du scorbut. Ça, c'est connu. Maintenant, autre obstacle, c'était la concurrence des voisins. Les voisins, c'était les Hollandais et les Anglais. Alors, la prise de Québec en 1627-1628 par les Anglais, c'était le moment où Québec a failli passer sous l'autorité sous laquelle elle passera un siècle et demi plus tard. Mais c'est passé bien près. Et à ce moment-là, Champlain n'a pas été le seul, mais a quand même joué un rôle très important dans le règlement du problème, puisqu'il est allé lui-même à Londres
négocié avec l'ambassadeur de France à Londres pour la reddition de Québec à la France. Et ça a réussi. Alors ça a probablement été l'obstacle le plus important. Bon, un autre obstacle était de trouver toujours les crédits et les appuis politiques pour continuer d'investir dans une colonie qui finalement, comparée aux colonies du Sud, les colonies américaines qui devenaient déjà très prospères, Boston, la Virginie, eh bien, c'était quand même un défi assez important à relever que d'arriver à persuader ces sponsors de continuer à investir dans cette colonie. Alors là encore, il y est arrivé, peut-être pas de façon spectaculaire. En 1627, au moment de la prise de Québec, il y a à peu près 28 habitants français à Québec. C'est vraiment très peu. Et en 1636, il y en aura 400. Donc les premiers contingents sont arrivés, mais c'est encore très peu. Mais il reste que Champlain a quand même réussi à relever les défis qui lui ont été posés, c'est-à-dire à maintenir hors de l'eau la tête des premiers colons. Est-ce qu'il était un homme politique? Certainement, puisqu'il a su rester à proximité des gens de pouvoir. Ça, c'est évident. Il a rencontré plusieurs fois les rois successifs, Henri IV, Louis XIII, Catherine de Médicis. Il est resté très proche de personnages très près de la cour. Au départ, c'était Aymar de Chatte qui était gouverneur de Dieppe, amiral du Ponant. Ensuite, c'était Pierre du Gademont qui était gentilhomme de la Chambre du roi, qui a vécu jusqu'en 1628, qui a toujours été quelqu'un qui a soutenu l'entreprise de la Nouvelle-France. Et Champlain était en relation constante avec ces personnes. Sauf que là-dessus, on n'a pas grand-chose dans ses récits de voyage parce que ce n'était pas des voyages pour lui. Quand il rencontrait ces personnes, il présentait ses récits de voyage. Donc, il n'y avait pas besoin, il n'écrivait pas pour la postérité, il écrivait pour ses supérieurs hiérarchiques. Qu'est-ce qu'on trouve comme ouvrage de Champlain? On a ses récits de voyage, exclusivement. Le premier qui date de 1603, son premier voyage à Tadoussac, Québec, qui s'intitule « Des sauvages », où il décrit toute sa perception, il rapporte toute sa perception des Autochtones. Et puis ensuite, on a 3 éditions successives de ces récits de voyage. Et on a aussi des cartes. Ça, c'est peut-être, c'est un autre des aspects des choses très importantes que nous a laissé Champlain. On a les cartes qu'il a relevées de toutes les régions qu'il a fréquentées, avec la toponymie, la situation des diverses tribus indiennes. Alors, ce sont des cartes qui ont fait foi pendant des années, qui ont été reprises et reprises pour être complétées par les successeurs de Champlain, mais qui sont considérées comme les bases de la cartographie de la Nouvelle-France. Et il ne parle jamais de lui? Très peu, très peu. Il va jamais parler de ses maladies, de ses états d'âme. Il écrit en reporter, en journaliste. On ne s'attend pas d'un journaliste qu'il rapporte ses états d'âme, même quand il est grand reporter d'une guerre ou d'un conflit quelque part. Champlain a ce style, qui est finalement peut-être très neutre, mais très moderne, je dirais. Qu'est-ce qu'il aura apporté à Québec? On sait que Jacques Cartier a apporté tout l'aspect marchand. Est-ce que Champlain aura apporté finalement la pérennité de cette ville? La pérennité, certainement. Et je pense qu'un autre des apports de Champlain, ça a été d'ouvrir Québec au reste du territoire. Parce que Champlain a permis à ce lieu, qui était presque rien, 400 habitants juste l'année suivant sa mort, Champlain a permis à ce lieu d'être la capitale d'un véritable empire en Amérique du Nord. 60 ans plus tard, à la fin du 17e siècle, la Nouvelle-France couvrait les 3/4 du continent, de la baie d'Hudson à la Louisiane, de Terre-Neuve jusqu'au Grand Lac, et on anticipait qu'on pouvait aller jusqu'aux Montagnes Rocheuses. C'était ce que la France considérait être le territoire qu'elle revendiquait et qui était son empire, et qui lui était pas encore
trop disputé. Il le sera au 18e siècle.